Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux, une dizaine de CRS prenant violemment à partie des manifestants et des journalistes et utilisant leurs armes dans un Burger King à Paris. La scène a eu lieu fin 2018. Elle intervient à l'époque en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Face aux violences qui ont été commises, une enquête a été menée par l'IGPN et leurs conclusions sont sans appel. L'usage de la force à l'époque ne semblait pas justifié, pas à ce moment-là. 8 ans après les faits, 9 CRS s'apprêtent désormais à comparaître devant la justice pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Les victimes, qui se sont constituées partie civile, elles, attendent que ce qu'elles ont subi soit reconnu par la justice. Alors, quels seront les enjeux de ce procès qui doit se tenir sur 4 jours au mois de février? Comment est-ce qu'on détermine si l'usage de la force est justifié lors d'une intervention? Je suis Athénaïs Keller et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Maître Moad Nefati, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat des 2 parties civiles dans ce dossier. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous évoquerons avec vous les enjeux du procès à venir. Mais tout d'abord, Elisa, on va revenir sur les faits. Le 1er décembre 2018, l'acte 3 des manifestations des Gilets jaunes déferle sur la France. Exactement, et comme lors de toutes les manifestations de Gilets jaunes, à Paris, de très nombreux participants répondent à l'appel. Ce jour-là, ils sont près de 5000 à y prendre part. Les 2 actes précédents s'étaient déjà déroulés dans une atmosphère tendue, dans un contexte d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et ce 1er décembre fait monter la tension d'un cran supplémentaire. On dénombre à Paris 412 interpellations et 263 personnes blessées. En France, évidemment, tout le monde scrute cette nouvelle manifestation. Beaucoup d'images circulent sur les réseaux sociaux, qu'elles aient été filmées par des manifestants ou par des journalistes. Et il y a une vidéo en particulier qui va interpeller et susciter l'indignation. C'est une vidéo diffusée par une agence de presse dans laquelle on voit plusieurs manifestants être violemment pris à partie par des policiers à l'intérieur d'un restaurant Burger King qui est situé avenue de Wagram dans le 17e arrondissement de Paris. Et la scène se déroule vers 19h. Le 5 décembre, donc 4 jours après les faits, un homme se présente aux autorités. Il déclare avoir été victime de policiers dans ce restaurant ce jour-là. Il porte plainte pour coups et blessures volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Et dans sa plainte, ce qu'il va raconter, c'est que le 1er décembre, donc il participe à la manifestation. Il se trouve plus précisément sur la place Charles de Gaulle-Étoile et avec plusieurs autres manifestants, il décide finalement de quitter cette place parce que l'air est saturé en gaz lacrymogène. Donc un petit groupe va se former et va se diriger vers le restaurant Burger King. Il va forcer la porte pour pouvoir se réfugier à l'intérieur. Et à ce moment-là, comme le montreront les images de vidéosurveillance du fast-food, eh bien certains vont prendre des bouteilles d'eau, d'autres toussent, protègent leur voie respiratoire. Certains s'assoient dans le restaurant pour se reposer. Ils sont visiblement très gênés par le gaz lacrymogène. Et un peu moins de 3 minutes après, une dizaine de CRS débarquent à son tour dans le restaurant, a priori avec l'intention d'évacuer les manifestants et les journalistes qui sont à l'intérieur. Et pendant environ 3 minutes, les caméras du restaurant vont enregistrer plusieurs coups portés par ces policiers. Le 5 décembre 2018, au regard de ces éléments, le parquet de Paris saisit l'IGPN d'une enquête préliminaire concernant ces faits. Maître Moad Nefati, du coup, je me tourne vers vous. Vous représentez l'un de ces plaignants, Nathan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui il est, ce qu'il venait faire à Paris ce jour-là? Alors, Nathan était un jeune, au moment des faits, il avait 20 ans. Il assistait à la manifestation à l'époque, qui était une manifestation avec plusieurs revendications, et notamment sur la protection de l'environnement. Et c'était sur ce volet-là qu'il lui s'était rendu. Il y avait une convergence des sujets sur ces premiers actes des Gilets jaunes qui, à l'époque, encore avaient, on va dire, la sympathie. Il y avait beaucoup d'opinions favorables au début de ces épisodes. Donc, il s'est rendu effectivement à Paris pour manifester. Il est jeune et il se déclare comme impliqué dans la vie associative, politique du pays. Il s'intéresse à un citoyen engagé. Et donc, c'est avec un ami, il s'est rendu à Paris pour marcher, donc, selon lui, pour le climat, et c'était cet aspect-là qui l'intéressait. Et il s'est retrouvé avenue de Wagram avec un air
saturé. Ça, c'est quelque chose qui est assez incontestable. Tout le monde s'accorde à le dire. Et l'air étant saturé, il n'avait d'autre option que de se rendre dans le Burger King pour respirer, reprendre un peu son souffle. Et effectivement, on a assisté, et on a les caméras de vidéosurveillance du fast-food, on voit des personnes qui se mettent immédiatement à genoux pour reprendre leur respiration, d'autres qui vont se faire servir des bouteilles d'eau. Il n'y aura pas de pillage ou de vol qui sera déploré dans le Burger King. Vraiment, on sent que les personnes sont là parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Oui, on le voit sur ces vidéos. On en a beaucoup parlé de ces vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont été centrales pour vous dans l'enquête? Alors, c'est peut-être un des aspects les plus intéressants de ce dossier, c'est la force de l'image. C'est-à-dire que c'est l'œil froid objectif qui rend en fait le dossier, c'est ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui typiquement. C'est d'abord effectivement des vidéos qui sont prises depuis la rue par des journalistes freelance qui permettent effectivement de documenter l'intervention. Qui ne sera pas tout de suite rapporté dans les événements rapportés par les CRS. Cet événement, au départ, n'est pas spécialement mentionné. Donc, les vidéos et le caractère viral de leur transmission vont faire que le parquet va se saisir, que la plainte va être traitée, de M. Artaud. Et c'est un élément central parce que la vidéo, c'est l'œil froid qui rend objectif les situations. Et vont venir s'ajouter les vidéos de vidéosurveillance. Et là, ça va devenir même un peu plus compliqué pour les CRS qui ont participé aux violences d'apporter des justifications, puisque on va voir l'absence de possibilité d'exécuter même une injonction transmise par les CRS. Et ça, c'est la force de la vidéo, de pouvoir à un moment donné faire un peu le juge des partiteurs, on va dire ça. Elisa, pour en revenir au récit, Nathan explique justement qu'il a glissé en fait en essayant de sortir du restaurant et que c'est là que les policiers s'en sont pris à lui alors qu'il était au sol. Oui, il explique que plusieurs policiers se sont acharnés sur lui à l'aide de leurs matraques. Il va être examiné plus tard par un médecin qui constatera plusieurs hématomes et des contusions. Et sur les images de vidéosurveillance dont on a parlé, effectivement, les enquêteurs constatent que Nathan reçoit au total 27 coups de matraque de la part de 6 fonctionnaires différents. Donc on l'a dit, il n'est pas le seul manifestant à recevoir des coups de matraque. Parmi les personnes visées par ces violences se trouvent d'ailleurs aussi des journalistes qui portaient soit un casque, soit un brassard montrant qu'ils étaient de la presse. Et l'enquête de l'IGPN dans ce dossier, elle a plusieurs objectifs en fait. Entre autres, les enquêteurs doivent comprendre qui sont les policiers, pourquoi ils sont intervenus à l'intérieur du Burger King, comment les faits se sont déroulés et dans quel contexte sont survenues ces violences qui leur sont reprochées. Alors lorsqu'ils étudient de plus près les vidéos, les enquêteurs ils vont constater qu'une dizaine de CRS sont entrés, on l'a dit, à l'intérieur du Burger King pour évacuer les manifestants, les journalistes présents à l'intérieur. C'est là que les violences ont été commises, mais aussi à la suite de cette intervention, puisque plusieurs manifestants ont également reçu des coups alors qu'ils étaient sortis du fast-food et qu'ils se trouvaient sur le trottoir. Donc, peu à peu, les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à d'autres manifestants. Ils vont en identifier plusieurs et ils font le même travail pour comprendre qui étaient les CRS présents dans le restaurant à ce moment-là. C'est notamment en s'appuyant sur les images, sur les inscriptions qui étaient sur leur tenue et sur les témoignages qu'ils parviennent à identifier de quelles unités ils proviennent et remontent jusqu'à leur chef. Et le chef de l'unité en question, il est aussi entendu par les GPN. Oui, et lorsqu'il est interrogé, il décrit d'abord les nombreuses tensions qui ont traversé cette journée de manifestation. Il décrit un climat insurrectionnel, une journée lors de laquelle il a été confronté avec ses équipes à des actes d'une grande violence. C'est ce qu'il dit. Il décrit de nombreuses agressions visant les forces de l'ordre. Et puis ensuite, il évoque le contexte de cette intervention précisément dans le Burger King. À ce sujet, il va raconter aux enquêteurs qu'il se trouvait avenue de Wagram lorsqu'un passant l'interpelle et lui dit qu'il a vu des casseurs, ou en tout cas ce qu'il décrit comme des casseurs, à l'intérieur du restaurant. Donc le chef de l'unité va demander à son équipe d'entrée de déloger ces manifestants parce qu'ils sont trop peu nombreux pour les interpeller. C'est ce qu'il décrit à l'IGPN. Une dizaine de ces hommes donc entrent dans le fast-food et lui, de l'extérieur, il explique qu'il constate que l'affrontement semble être violent, mais il dit finalement qu'il a jugé que ça s'inscrivait dans la lignée de tous les affrontements qui avaient eu lieu dans la journée et de son point de vue, donc à ce moment-là, il se dit que la violence n'était pas disproportionnée.
Maître, on l'a dit, les policiers qui ont été, identifiés dans ce fast-food, ils ont été identifiés comme étant des CRS. C'est quoi les missions des CRS en temps normal? C'est le maintien, de l'ordre. Ce sont des professionnels du maintien de l'ordre, ce sont des professionnels de la sûreté. Donc ils sont formés, et ils ont des équipements, ils ont une hiérarchie, hem et ce qui est souvent indiqué, au regard de cette soirée-là, c'était que c'était une soirée de chaos, quasi insurrectionnelle, et qu'on est en fin de journée. Donc d'une certaine manière, c'est la fatigue qui a pris le pas, et les professionnels de la sûreté que sont les CRS ont un petit peu craqué, dans le Burger King. C'est ce qui a été, indiqué, par divers, CRS et par aussi leur hiérarchie. Ouais, Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les ordres ne passent plus, ils entendent plus ce qu'on leur dit, qu'est-ce qui se passe? alors, ça va être un des enjeux, parce qu'en réalité, le commandant qui a été évoqué, tout à l'heure, c'est monsieur Siniscalo. On apprend qu'il souhaite être, témoin, cité comme témoin au procès. C'est un personnage qui est central dans cette procédure, parce qu'il va, dans un premier temps, expliquer le contexte, comme vous venez de le rappeler, mais dans le prolongement de l'instruction, va comprendre, lorsque ces, hommes vont être, mis en examen, va écrire, au magistrat instructeur en disant: «Je souhaite être, aux côtés de mes hommes, je trouve ça intolérable, de ne pas être, à leur côté, et je, signale qu'il y a une infraction qui existe, qui est l'abstention volontaire». Donc il écrit au magistrat, instructeur en disant: «Je veux être, mis en examen», et in fine, alors cette attitude, parfaitement, noble et loyale, qu'il faut saluer, va conduire à un entretien voilà, devant le magistrat instructeur, qui va décider de le placer sous statut de témoin assisté. Ce qui veut dire qu'il ne va pas, être sur le banc des prévenus, il va être, témoin, il va pouvoir expliquer éventuellement le contexte de cette soirée, mais il ne sera pas jugé, c'est-à-dire qu'on ne va pas remonter la chaîne des responsabilités pénales. Donc on va finalement avoir un procès, donc des exécutants, avec le commandant, qui s'est signalé en disant: «Je veux être jugé aux côtés de mes hommes», et auquel la justice a dit: «Non, votre ordre était, légitime». Voilà. Et Elisa, il y a une information judiciaire qui a été, donc ouverte en mai 2019, c'est 6 mois après les faits, en fait. Oui, elle est ouverte du chef de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. À ce moment-là, seulement 3 victimes sont identifiées et puis peu à peu, 2 autres personnes vont se constituer partie civile. Donc après une instruction qui court sur plusieurs années, les enquêteurs vont rendre leurs conclusions. Ils estiment que les manifestants n'étaient donc pas des casseurs, pas des pilleurs, qu'ils sont entrés dans le restaurant ce jour-là uniquement pour échapper au gaz lacrymogène et reprendre leur souffle. Et pourtant, souligne-t-il, les CRS qui sont entrés dans le Burger King avec leurs armes et leurs boucliers ont bel et bien commis des violences à leur encontre, alors que ces manifestants ne semblaient pas menaçants envers eux et sans effectuer aucune sommation. Donc au total, ce sont 9 policiers qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique, et ils doivent être jugés du 9 au 12 février. Maître, aujourd'hui, comment, vont vos clients? Est-ce qu'ils souffrent d'un quelconque stress post-traumatique? Oui, oui, alors, j'en représente un seul, hein, Nathan Mmh. Arthaud. Il a été relevé, dans le cadre donc de l'expertise judiciaire ordonnée par, le juge d'instruction, qu'il, souffrait d'un stress post-traumatique, et c'est une, Comment ça mention. se traduit, concrètement? C'est une mention effectivement qui, interroge, parce qu'il a été sollicité une contre-expertise, refusée par le juge d'instruction, en disant: «Mais en fait, ça a été relevé par le médecin, donc on va en prendre acte», et en fait, ça se traduit par, une difficulté, à, par exemple, rejoindre des événements publics, à, éventuellement se déplacer, voire quand il y a des mouvements policiers, à rester, à proximité de la police. C'est des mouvements, de retrait et de peur qui sont relevés un petit peu. Bon, c'est le système un peu habituel des stress post-traumatiques, des Mmh. choses qui remontent, et qui doivent être traitées, sur le long terme. Et ça a été relevé, et c'est en lien direct avec, les faits qui vont occuper, pendant le procès. Et qu'est-ce qu'il attend justement de ce procès? Alors, 2 choses, je pense. Il a vraiment besoin d'être, entendu, parce qu'il a été présenté, comme, un zadiste, comme quelqu'un qui, avait, adopté une posture de résistance, passive, au moment de son interpellation. Enfin,
il a besoin d'être entendu sur le fait qu'il n'était pas un casseur, qu'il était là juste pour respirer et qu'il n'a même pas eu le temps d'obéir à une injonction. Les vidéos sont assez parlantes sur ce point-là et il en a besoin, deuxième chose, de tourner la page. Faut vraiment imaginer ce que ça peut avoir d'effet dissuasif, de savoir que quand on s'engage sur le chemin judiciaire pour ce type de procédure, le bout du chemin intervient 8 ans après. C'est vraiment colossal et pour n'importe quel justiciable, partie civile, c'est pénible de savoir qu'on n'a pas encore tourné la page de ce chapitre de sa vie qui, voilà, aujourd'hui va un peu lui coller à la peau. Est-ce que vous avez l'impression ou la sensation que les institutions ou que les forces de l'ordre ont tiré des leçons des violences qui ont été parfois réciproques, mais qu'on a pu voir en tout cas lors des manifestations des Gilets jaunes? Alors, en tout cas, nous, on est au premier procès où la responsabilité des forces de l'ordre va être engagée. Il y a eu 2 séquences judiciairement, nous, ce qu'on a observé au tribunal judiciaire de Paris et autre part, mais il y a eu la séquence des comparutions immédiates immédiatement après les faits pour les manifestants. Et là, on commence à avoir, avec le temps long, les premiers procès où on va parler donc de maintien de l'ordre, de chaîne de commandement, d'usage d'armes. On va avoir des procès sur éventuellement l'usage de matériaux qui sont considérés comme des armes. Donc, c'est un peu tôt, je pense, pour faire un espèce d'analyse critique ou de retour de la pratique, sachant que le dernier grand mouvement social que nous avons connu, je ne pense pas qu'il y ait eu des débordements aussi importants que ceux des Gilets jaunes. Donc, ça va être difficile de comparer les situations. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que là, on est sur le premier procès, on va dire, des forces de l'ordre au titre de la séquence Gilets jaunes. En ce moment, à l'Assemblée nationale, la droite porte une proposition qui est une mesure qui introduit la notion de présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire que lorsqu'une enquête est ouverte, après qu'un policier ou un gendarme a utilisé son arme, ce serait plus au policier en question de montrer qu'il a bien agi, mais au parquet de montrer que c'est illégal. Donc on inverse la charge de la preuve. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En fait, c'est redéfinir le contrat social, plus ou moins. On essaye de dire, voilà, aujourd'hui, nous confions, nous, citoyens, notre sûreté à nos forces de police et on leur fait confiance. Lorsqu'on dépose une plainte à l'IGPN, elle sera traitée avec diligence, etc. C'est ça, en fait, aujourd'hui, l'état de notre contrat social. Si demain, on commence à dire, vous savez quoi, d'abord, quand vous allez porter plainte, ce sera un jugement dans 8 ans. Et par ailleurs... Ça, c'est le cas à l'heure actuelle. Voilà. Donc la motion, Exactement. change rien. Le droit positif, c'est ça. En tout cas, la situation actuelle à Paris, juridiction la mieux dotée de France, s'il en faut, c'est ça. Donc, si on commence en plus à signaler que, en plus de ça, le ministère public va devoir rapporter la preuve que les violences étaient illégitimes d'office, ça devient non plus un parcours du combattant, mais c'est pour moi un peu une rupture, en tout cas dans l'équilibre qu'on peut avoir entre citoyens et forces de police. C'est des propositions de loi qu'il faut manier avec précaution dans le contexte actuel. On le voit aux États-Unis. La nécessité d'un équilibre entre les citoyens et leurs forces de police, elle est vitale en réalité dans les démocraties modernes. Merci beaucoup, Maître Moine Nefati, pour votre éclairage et votre participation. Merci, Elisa. Merci. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.